Bonsoir, un petit tour et puis s'en va, mais reviendra. Björn Borg, battu par l'Espagnol Arrese à Monte-Carlo, ne veut pas être traumatisé par cette défaite. Il a l'intention de continuer, mais il aura du mal. Les cadets ne respectent plus rien, pas même les légendes. Dominique Champeau. 13h et quelques minutes, le dieu Borg redescend sur terre avec son bandeau, ses bracelets, ses pansements. Il est copie conforme à ce qu'attendent 8000 personnes qui n'ont Dieu bien sûr que pour lui et dont les applaudissements négligent forcément Jordi Arrese, petit besogneux de la notoriété qui trottine derrière lui. Les premiers échanges sont tendus. Borg et ses visibles d'entrée manquent de compétition, il manque de match. Arrese, poids plume du tennis espagnol, donne une réplique sans complaisance où Borg émergera parfois à son avantage. Dans le tennis moderne, la nostalgie a ses limites. Battu 6-2 dans la première manche, Borg sera en permanence confronté à un problème de rythme. Arrese aura alors beau jeu de faire parler son dynamisme, même dans des exercices qui d'ordinaire ne lui sont pas familiers. Les plus irréductibles avaient compris alors que même un dieu ne fait pas forcément des miracles. C'est par une balle un peu trop longue que Borg, un peu trop court, revenait à la réalité. L'image avait beau être trompeuse, nous n'avions pas pour autant rajeuni de 8 ans. Et l'on retrouve en direct Dominique Champeau à Monte-Carlo pour suivre l'autre match qui nous intéresse, Dominique. Il oppose Forget, le français, au néerlandais à Ruiz. Tout à fait, et Guy Forget a bien des difficultés actuellement pour se défaire de l'étreinte de ce jeune Hollandais, Paul Haruis, qui utilise les mêmes armes que lui, un très gros service, un coup droit très performant qu'il suit souvent à la volée où il réalise d'excellents points. Et Guy Forget, qui est un petit peu ces derniers temps en délicatesse avec son jeu sur terre battue, il a été éliminé prématurément à Nice la semaine dernière. Et bien, s'il a remporté la première manche 7-5, a été en difficulté au début de cette deuxième, il a été mené 3-1, il a rétabli l'équilibre là. Les deux joueurs sont à égalité 4-4 et il faudra faire appel à toute son expérience s'il veut passer ce premier tour et battre ce jeune Hollandais, Haruis, qui n'est pas très connu sur le circuit international. Il est néanmoins 50e et dont la carte de visite est largement moins fournie que celle de Guy Forget, qui depuis ce matin a régressé d'une place, certes, mais qui est quand même dans les 5 premiers mondiaux, 5e très précisément. La partie n'est pas encore terminée. Je vous propose, Paul, de vous retrouver en fin de journal pour faire le point avec vous sur l'évolution de cette deuxième manche. Oui, Dominique, on tentera de suivre la fin de ce second set au cours de ce 19-20. Je vous rappelle que le Suédois Wilander a perdu contre le Soviétique Chesmokov. Le monde des magistrats secoué par les conséquences de l'affaire Urba. Dans un entretien accordé au Monde, le procureur du Mans exprime son désaccord avec la Cour d'appel d'Angers qui avait approuvé l'attitude du juge Jean-Pierre. Le procureur Henri Bertrou estime, lui, que l'instruction menée par le juge Jean-Pierre était irrégulière dès l'origine. La ville du Mans n'a pas encore reçu le quotidien du soir, mais elle est sans doute informée. Nous devrions recevoir au cours de ce 19-20 le reportage d'Albert Ripamonti. Ce climat rend les députés très fébriles. Les groupes UDF et RPR demandent la dissolution de l'Assemblée nationale pour que les Français puissent voter à nouveau. Véronique Gorel. Une fièvre contenue mais réelle cet après-midi dans les couloirs de l'Assemblée. L'opposition est là au grand complet, regonflée par son récent accord unitaire et par ce qu'il est convenu d'appeler les affaires. L'opposition reprend l'offensive. Depuis plusieurs semaines, la majorité a du mal à faire voter ses textes. Dernière en date, la réforme hospitalière. Pour l'opposition, une seule solution, la dissolution. Au bout de 10 ans, eh bien, on s'aperçoit qu'une majorité ou un parti majoritaire ne parvient plus à gérer les affaires de la France. Nous le regrettons pour notre pays et nous souhaitons effectivement qu'il y ait en fait l'émergence d'une nouvelle majorité dans notre pays. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a véritablement plus de gouvernement, un président de la République qui se tait, un Parlement dans lequel il n'y a plus de majorité. Je crois qu'on est en droit de s'interroger. Même analyse côté centriste, seul le ton est plus mesuré. Il lui appartient de prendre ses responsabilités. Ses responsabilités, ça peut être le changement de gouvernement, la dissolution de l'Assemblée nationale ou tout autre. La majorité réagit en accusant l'opposition de faire de l'obstruction et de détériorer le climat en refusant des réformes. Pour autant, elle n'a pas peur. Les socialistes n'ont pas peur des électeurs. Comme l'a dit hier Pierre Bérégovoy, nous sommes des gens honnêtes, travailleurs, nous sommes prêts à retourner sur le terrain, nous avons des choses à dire, je ne suis pas sûr que la droite n'ait rien à se reprocher.
En attendant, l'opposition est bien décidée à en découdre encore demain lors des questions orales à l'Assemblée. Et il est vrai, Arlette Chabot, que la vie politique et législative est complètement bloquée. Le gouvernement ne parvient même plus à faire passer ses projets de réforme. Oui, il y a effet d'accumulation. Il y a donc ce qu'on appelle les affaires, la crise de la justice, les maladresses répétées d'un certain nombre de membres du gouvernement. Et puis il y a aussi donc la paralysie gouvernementale. C'est vrai, 3 projets de loi ont dû être retardés, différés ou même un peu oubliés ces derniers jours. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de magie rocard. D'un côté, les communistes sont beaucoup plus réticents et de l'autre aussi, eh bien, les centristes sont un peu moins malléables car ils sont coincés par un accord électoral avec leurs partenaires de l'opposition. Donc c'est très difficile de gouverner. La décision appartient au seul chef de l'État, dissolution ou pas? Oui, alors évidemment l'opposition réclame la dissolution, c'est son jeu. Elle entend ainsi surfer sur les affaires, célébrer à sa manière les 10 ans de François Mitterrand à l'Élysée, en oubliant aussi tout de même qu'il y a tout à côté d'elle le Front National. Mais je ne crois pas effectivement à une dissolution probable. Autre solution pour le pouvoir et pour le président de la République, c'est un remaniement, avec ou sans Michel Rocard. On en parle depuis de longues semaines, mais ce remaniement ne sera sans doute pas réalisé à chaud, ce qui aggraverait l'effet de crise. Il est vraisemblable que le pouvoir, dans les jours qui viennent, essaiera de répliquer, de rendre coup pour coup à l'opposition et de passer la tempête. Reste qu'au bout du compte, c'est encore une fois donc François Mitterrand qui devra trancher, trouver une solution pour relancer la machine. Reste aussi que pour le Parti socialiste, il y a des traces irrémédiables. Il ne sera plus jamais le parti de la morale. Il a sans doute ces derniers mois perdu un peu de son âme. Merci Arlette. Et la fièvre a gagné le Sénat où Georges Kiechmann, le ministre délégué à la justice, présentait cet après-midi son projet de réforme du code pénal. Philippe Dessevski. En effet, dès l'ouverture de la séance, des rappels au règlement ont obligé Georges Kiechmann sur la défensive à s'expliquer sur l'affaire du juge Jean-Pierre. Les critiques sont venues de toutes parts, des communistes, des centristes, mais aussi des gaullistes et de l'UDF. De la démocratie et de la République. Le Sénat s'élève contre la justice à 2 vitesses. Non-lieu pour les uns, condamnation pour les autres. Aussi, pendant près d'1 heure, le ministre délégué à la justice s'est-il lancé dans un long plaidoyer réaffirmant que le juge Jean-Pierre s'est dévoyé dans cette affaire, tout en réaffirmant qu'il ne formerait pas de pourvoi en cassation de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, donnant raison aux actes de ce même juge. Qu'on tienne compte de cette volonté d'apaisement du gouvernement et je l'espère que l'on passe à autre chose. Monsieur Kiechmann nous a demandé de soutenir le gouvernement. Je citerai Chateaubriand. Un gouvernement qu'on soutient est un gouvernement qui tombe. Si le RPR est plus discret, il note le danger de favoriser les extrêmes en laissant se développer un climat, une position partagée par Claude Estier. Nous avons souligné que ce n'est de l'intérêt de personne de développer et de renforcer le climat délétère au sujet des affaires. Revenons tout de même avec Hervé Dino sur les grandes lignes du projet de Georges Kiechmann destiné à adapter le code pénal à l'évolution de notre société. But de cette réforme, dépoussiérer et actualiser un code pénal qui date de 1811. Le nouveau dispositif législatif présenté au Sénat par Georges Kiechmann va dans le sens d'une plus grande fermeté. Toute une série de méfaits seront désormais assortis de circonstances aggravantes et requalifiées en infractions criminelles. Ainsi, les affaires de trafic de stupéfiants et de proxénétisme relèveront désormais de la compétence de la cour d'assises et non plus des tribunaux correctionnels. Le viol sera passible de 20 ans de réclusion au maximum et de 30 ans en cas de meurtre. Sévérité accrue également pour les infractions du code de la route. Tout conducteur ayant exposé une personne à un risque de mort à la suite d'une imprudence sera passible d'1 an d'emprisonnement. La justice va également faire une incursion dans un domaine où jusqu'à présent elle répugnait à s'immiscer, la vie privée. Les violences conjugales, qui sont pour le moment simplement qualifiées de contravention quand l'incapacité de travail de la victime est inférieure à 8 jours, seront désormais érigées en délit. Le code pénal version 91 prend également en compte les nouvelles formes de criminalité. Les marchands de sommeil et les employeurs de travailleurs clandestins risqueront des peines de prison beaucoup plus lourdes. Il en est de même pour ceux qui se rendront coupables de provocation de mineurs à la délinquance, à la consommation d'alcool ou au suicide. Et ne croyez pas que Paris soit actuellement la seule ville en émoi. Lyon est encore secoué par la passe d'armes qui a opposé au conseil municipal le maire Michel Noir à André Soulier, l'ancien premier adjoint. Christian Mez. Pour la première fois hier soir, un conseiller municipal osait demander au maire de Lyon de s'expliquer publiquement sur l'affaire. L'affaire, c'est bien évidemment l'inculpation de Bernard Sarroca, ex-chef de cabinet de Michel Noir, et mise en cause dans le cambriolage de la permanence de l'adversaire politique du maire de Lyon. Le conseiller qui osait cet affront, c'est André Soulier, de surcroît UDF.
En tout cas, ce que vous devez faire, c'est protéger la ville. Et moi, je vous le dis, le meilleur des signes, c'est que vous envoyez un avocat trouver le juge d'instruction en disant, voilà, la ville veut savoir. Sinon, on pourrait être surpris de ce manque de curiosité. Réponse cinglante de Michel Noir. Vous êtes intervenu sur un terrain, je dirais, détestable et lamentable en termes de comportement humain, en termes de comportement humain à l'égard d'une équipe à laquelle vous appartenez, en termes de comportement politique à l'égard d'une équipe politique dont vous êtes un des membres. Et je dois dire que j'aurais préféré que les membres de ce Conseil ne soient pas éclairés sur cet aspect inquiétant de votre personnalité. Je vous remercie. Applaudissements RPR nourris aux propos de Michel Noir, des applaudissements en forme de craquement dans la majorité municipale lyonnaise qui gardera de la soirée d'hier des cicatrices profondes, d'autant qu'André Soulier n'est pas décidé à en rester là. Et poursuivons notre voyage politico-judiciaire. Allons maintenant au Mans et retrouvons Albert Ripamonti sur les affaires judiciaires. Cette fois, les ponts sont vraiment coupés. Au palais de justice du Mans, il y avait, avant le déclenchement de l'affaire Urbain, 2 clans. Celui du juge Jean-Pierre et de son successeur, Jacques Liberge, et le clan du procureur de la République, Henri Bertrou. À 2 mois de la retraite, le procureur parle pour la première fois de l'affaire dans le monde et qualifie la procédure Urbain d'irrégulière dès le départ. Il fait même état d'une collusion entre Thierry Jean-Pierre et 2 de ses substituts. En découvrant cette interview, l'avocat de Thierry Jean-Pierre tombe des nues. Elle préfère garder en mémoire l'arrêt récent de la chambre d'accusation d'Angers. Je suis très étonnée qu'un magistrat de ce niveau puisse se permettre de faire ce qui est totalement interdit par la loi, à savoir la critique en fait d'une décision de justice. Car il s'agit là réellement de la critique de la décision rendue par la chambre d'accusation, puisque monsieur le procureur du Mans persiste et signe presque en disant la procédure était irrégulière dès l'origine. Or, cela vient d'être tranché par la chambre d'accusation. Je ne comprends pas cet acharnement, alors même que la chambre d'accusation vient de lui dire qu'il s'était trompé dans l'appréciation de la régularité de la procédure. Pour vous, en fait-il une affaire personnelle? Je ne sais pas. Je n'ose pas y croire. Quant à Thierry Jean-Pierre, il envisage déjà la riposte, porter plainte en diffamation contre son propre procureur de la République. Ce serait une première dans notre histoire judiciaire et le énième rebondissement dans une affaire vraiment rocambolesque. Une certitude tout de même, il y a des assemblées où la polémique n'entrera jamais, par exemple le Conseil économique et social, dont le président Jean Matteoli a remis un rapport sur l'état du pays au président de la République. C'est une première. À l'image de la Cour des comptes, le Conseil économique et social fera désormais chaque année l'état des lieux. Une occasion pour Jean-Baptiste Prédaly et Loïc Lemoine de nous faire découvrir une institution discrète, trop discrète. De loin, cela ressemble à un parlement. 231 membres répartis en 18 groupes, un hémicycle pour siéger, un président élu, des ministres qui interviennent et des textes discutés puis votés. De plus près, le Conseil économique et social, c'est sans doute la seule institution où cohabitent représentants d'associations du patronat et des syndicats, sans compter 40 personnalités dites qualifiées. C'est le lieu où la société civile tout entière réunie réfléchit ensemble à des problèmes d'intérêt général qui regardent l'ensemble de notre pays. Concrètement, ça n'a rien d'une sinécure. Chaque année, des dizaines d'avis sont fournis au gouvernement sur les grands projets de loi. 3 rapports analysent l'évolution de l'économie française. Les conseillers l'assurent, ils travaillent vraiment. Sur les grands sujets, disons, la sécurité sociale, la protection sociale, l'éducation, les grands problèmes économiques, je crois que oui, cette maison n'est pas coupée de l'extérieur. Dans sa composition, elle est le reflet d'une France qui peut-être date un peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, par exemple, en section, alors là, ça chauffe beaucoup plus dur. Mais en réunion et dans l'Assemblée, moi je regrette beaucoup de ne pas prendre le micro et de ne pas me battre quelquefois, oui, ça me manque. Exemple de ces débats feutrés cette année, le vieillissement de la population, mais aussi la réforme hospitalière ou encore l'adoption. Les ministres, eux, participent volontiers aux discussions, peut-être parce qu'ici, le consensus n'est jamais brisé. Un thème qui intéresse le Conseil économique et social, mais aussi tous les Français, les retraites. Michel Rocard présentera demain un livre blanc au Conseil des ministres. La question est cruciale. En l'an 2000, les actifs pourront-ils financer les retraites? Non, si l'on s'en tient au système actuel. Mais avant d'imaginer les perspectives, une autre question se pose. Elle porte sur le présent. Il est moins souriant qu'on ne le prétend. Un retraité sur 6 ne reçoit que 3 000 francs par mois. Agnès Molinier.
La place de Renée, c'est ici, chez ses enfants. Grâce à la vie commune, elle subvient à ses besoins, alors que ses revenus sont à peine plus élevés que le minimum vieillesse. Comme toutes les veuves, elle touche la moitié de la retraite de son mari. S'y ajoutent 540 francs par trimestre au titre du Fonds national de solidarité. Au total, 3240 francs. Elle n'a aucune retraite personnelle. Jamais j'ai payé de ça, alors je ne peux pas toucher. Je faisais des petits ménages, mais je n'étais pas déclarée, puisqu'à ce moment-là, ce n'était pas nécessaire. Ça serait maintenant peut-être, oui, mais à ce moment-là, non. La richesse d'Augustine, c'est sa terre et la maison qu'elle possède à Chamarande, près de Paris. Un plus qui se paie. À cause de lui, elle ne peut pas percevoir la totalité de la retraite agricole de son mari. Mais de toute façon, elle ne veut pas du fonds de solidarité. En cas de décès, l'État se rembourse sur l'héritage et elle a des enfants. Je ne le demanderai pas. Ce sera encore eux qui seront obligés de le payer, alors c'est pas la peine. Non, non. Le temps laisse beaucoup de monde sur le bord de la route, surtout les femmes seules. 32% d'entre elles touchent moins de 2000 francs par mois. Une inégalité face à la retraite qui reflète la place des femmes dans la société. Il y aura toujours le fait qu'en France, la majorité des femmes qui travaillent ont des travaux très peu rémunérateurs. Qui dit travail peu rémunérateur dit cotisation faible et qui dit donc retraite faible. Comment... Il paraît que vous jouez au loto. Oh, ben, de temps en temps, oui. Quand je suis trop riche, alors un jour je prends des numéros, puis allez, puis je perds. Automatiquement. Le livre blanc n'apporte pas non plus de solution miracle, seulement un constat qui se veut optimiste. En 1960, 2,5 millions de retraités touchaient le fonds de solidarité. Il n'était plus que 1,3 million en 89. Et on espère que vous gagnerez, chère madame. Les Kurdes hésiteront sans doute avant de rentrer chez eux. Les soldats alliés sont pourtant présents dans le Kurdistan, à Zahro par exemple, mais l'armée irakienne n'est pas loin et cela intrigue et irrite les Américains. Marie-Odile Pagnès. Zahro devait être le symbole de la zone de sécurité pour les réfugiés kurdes, mais la ville ressemble presque à un guet-apens. Alors qu'à quelques kilomètres, les Marines américains, aidés par des troupes françaises et britanniques, continuent l'installation d'un camp en plein centre-ville. Des Irakiens déambulent, armés de kalachnikov ou de fusils d'assaut. Omniprésents, paraissant presque plus nombreux que les habitants de Zahro eux-mêmes. Pourtant, dimanche, 2 bataillons avaient évacué la ville comme prévu par l'accord entre Bagdad et Washington. Mais dès leur départ, d'autres les remplaçaient. Policiers, militaires ou agents du BAS, le parti de Saddam Hussein, impossible de le savoir. Même les Marines semblent inquiets de cette présence. Ils s'abstiennent de patrouiller en ville et s'en tiennent à leurs tâches humanitaires. Déjà, 2 villages de tentes sont prêts à recevoir les réfugiés. Ils pourraient accueillir plus de 4000 personnes si les Kurdes acceptaient d'y venir. Mais la présence irakienne à Zahro ne les incite pas à redescendre des montagnes, à quitter leur camp à la frontière. Trop de peur encore et l'aide humanitaire ne suffit pas à les rassurer. Les Kurdes attendent maintenant une solution politique pour mettre fin à leur exode. En France, à Toulouse, le procès des 4 paras violeurs et tueurs prend fin. Le procureur a réclamé la prison à vie. Michel Pêche. Pour les familles des victimes, seule la mort peut réparer la mort. Mais en France, la loi ne l'autorise pas. Mesdames et messieurs les jurés, laissez-leur la vie, mais ne leur laissez que la vie. Eux ont condamné leurs victimes sans appel, sans pitié. Aussi, pour un crime extrême, condamnez-les à une peine extrême. C'est ainsi que l'avocat général François Baxer a conclu son réquisitoire ce matin. Il a réclamé la réclusion criminelle à perpétuité pour les 4 accusés, assortie d'une peine de sûreté incompressible de 30 ans pour les 2 qu'il considère comme les plus sauvages, Philippe Siov et Thierry Elborgi. Des êtres tellement sauvages, précise-t-il, qu'actuellement en prison, leurs propres co-détenus ne les supportent pas. Philippe Siov, dans une lettre adressée à l'un de ses amis, a écrit « Tu te rappelles de mon rêve de vouloir faire la guerre ? Eh bien, je l'ai faite et je l'ai perdue. Une drôle de guerre, rétorquera le représentant du ministère public, où les ennemis sont des jeunes filles désarmées, terrorisées. » Cet après-midi, un des défenseurs de Frank Feuerstein, maître Dupont-Moretti, a tenu à faire une mise au point. Quand j'ai entendu un avocat de la partie civile regretter la peine de mort, j'ai trouvé cela indigne de la robe que nous portons. Messieurs les jurés, ne vous faites pas l'expression de la foule vengeresse. Une plaidoirie remarquablement talentueuse. Remarquable, mais d'autant plus difficile à supporter pour les familles des victimes. La famille d'Isabelle Rabou a quitté la salle. Les viticulteurs français pourraient demander au gouvernement de déclarer leur région zone sinistrée. Le froid a en effet provoqué de gros dégâts dans de nombreux vignobles. Les beaux coteaux varois ne sont même pas épargnés. Reportage de Yannick Arroussi et Dominique Bertin.
Ligne épargnée en grande partie aux abords immédiats du littoral dans la région du golfe de Saint-Tropez. À -4 ou -5 degrés dans la nuit de dimanche à lundi, et les jeunes grappes, à peine sorties, sont comme brûlées. On n'avait pas vu ça depuis 1957. Tous ces bourgeons qui étaient donc porteurs de fruits ont été complètement décimés, ainsi que toutes les grappes, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, les parties qui repousseront peut-être sont uniquement des gourmands qui repoussent de la base et qui n'ont, eux, plus aucun fruit. D'après les premières estimations, 60% des 40 000 hectares de vignobles varois auraient été touchés par le gel. Pour ces hommes, dont le revenu principal est la viticulture, l'année risque d'être très difficile. Il n'existe pas d'assurance contre le gel. Certains feront des emprunts en espérant que l'année prochaine, tout ira bien. Seul espoir aujourd'hui pour ces viticulteurs, le classement des communes en zone sinistrée ou plus simplement la hausse des cours du vin du Var en vente actuellement. Bonne nouvelle, Forget a gagné il y a quelques minutes. Dominique Champeau nous le confirme en direct de Monte-Carlo. Tout à fait, Paul Harhuis qui a posé d'énormes problèmes à Guy Forget. Guy Forget qui s'était imposé 7-5 et tout à fait difficilement, et sans doute aidé par sa longue expérience du circuit international, a réussi à faire craquer Paul Harhuis au dernier moment dans le premier set, 7-5. Ici, après avoir été mené 3-1 dans la deuxième manche, il a réussi à revenir à 3 partout, puis à égalité 4 partout, et là, sur le service de Paul Harhuis, alors qu'il mène 5-4, ce passing shot de revers lui offre 3 balles de match et la possibilité donc de se qualifier pour le tour suivant. 3 possibilités donc qui vont se transformer dès le premier service de ce Hollandais, qui aura beaucoup surpris par un tennis extrêmement tonique, mais qui ici voit tous ses illusions s'arrêter dans le filet. Forget donc est qualifié pour le prochain tour. Il est le premier Français dans ce cas. Merci Dominique Champeau. Il fera chaud demain à Marseille, grâce au ciel, Michel Touré vous le confirmera, mais aussi grâce au foot. Papin et les siens tenteront de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions face au Spartak de Moscou. Tous les Marseillais y croient, mais Raymond Goethals, dit Raymond La Science, reste serein. Joueurs eux-mêmes qui m'ont dit, on est calme ici un peu, non seulement calme où on les dérange chez eux, on les dérange à l'entraînement, où on a passé une semaine très agitée avant Rennes, et qu'avant un match tout de même qui, quand on voit le parcours qu'on a fait d'abord Milan et puis Moscou, et que nous sommes à 90 minutes, disons, d'une qualification, la première depuis 15 ans, vous ne croyez pas qu'on peut laisser les joueurs un petit peu tranquilles? C'est le seul Marseillais d'adoption à ne pas avoir l'accent de Marseille. Ce 19-20 est terminé. Marc Hauteman vous donnera d'autres informations à 22h15 et Michel Touré vous parlera du temps ce soir et demain dans notre pays. Bonsoir, à demain 19h.